Bienvenue à tous dans la deuxième partie du cours caractéristiques de quelques dipôles passifs. Donc, dans la première partie, on a vu les caractéristiques de quelques dipôles comme le conducteur ohmique, la lampe et la diode normale. Et dans cette partie, on va commencer par la caractéristique d'un autre dipôle passif. Il s'agit de la diode Zener. Et voilà son symbole. Donc, notez bien la différence entre le symbole de la diode Zener et la diode normale. Donc, on a ces deux traits. Mais ici, on les a pas. Donc, pour tracer la caractéristique de ce dipôle, donc, je vais le brancher dans ce circuit-là. C'est un circuit qui comporte sur un voltmètre, un ampèremètre. Bien sûr, la borne COM est branchée, bien sûr, avec la borne négative. Et la même chose pour le voltmètre. Bien. Donc, dans un premier lieu, je vais actionner, bien sûr, le générateur à tension variable, ou bien attention variable. Donc cette flèche là désigne que c'est une tension, que ce générateur délivre une tension que je peux varier, et je vais regrouper les résultats, c'est-à-dire les valeurs affichées par le voltmètre et l'ampèremètre dans ce tableau là. D'accord, donc j'ai U en volts et I en milliampères. Donc je commence par la valeur 0, donc je vais attribuer 0 par ce générateur là, donc voilà 0, et le courant affiche 0. Donc je vais rajouter 0,2, d'accord, l'ampèremètre affiche 0, je donne 0,6 par bien sûr le générateur, toujours 0, mais lorsqu'on a la tension 1,4, on a bien l'ampèremètre affiche la valeur 10 mA, c'est-à-dire qu'il y a passage du courant électrique. Donc on peut écrire que la tension seuil, bien sûr, de la diode Zener égale à 1,4. Donc on a dit que la tension seuil, c'est la tension à partir de laquelle, bien sûr, il y a passage du courant électrique. Donc en dessus de cette valeur, le courant passe, mais en dessous de cette valeur, le courant ne passe pas. Très bien, maintenant je peux tracer bien sûr la courbe correspondante à ces valeurs-là. Donc j'aurai une courbe qui ressemble à celui-là. Donc voilà la valeur 1,4, c'est à peu près ici. D'accord, c'est la valeur, ou bien c'est la tension seuil à partir de laquelle le courant passe. Donc ça c'est US. Maintenant, je veux connaître le comportement de cette diode dans le sens inverse. Parce que dans un premier lieu, cette diode est branchée dans le sens direct. Donc regardez bien le sens du courant électrique. Voilà la borne positive, c'est-à-dire que le courant circule dans ce sens. Donc le sens de I, d'accord, et de ce triangle est identique. D'accord, le sens de ce triangle se ressemble au sens de circulation du courant électrique. Maintenant, je vais inverser. D'accord, c'est-à-dire je vais inverser les deux bornes bien sûr de la diode, pardon, du générateur, et comme ça le courant va circuler dans le sens inverse. Donc voilà la borne positive, le courant circule ainsi. Donc bien sûr on aura bien sûr la borne COM de l'ampèremètre et du voltmètre aussi qui seront reliés directement à la borne positive du générateur. Donc ce n'est pas le branchement normal des appareils de mesure. Donc comme vous le savez, la borne COM doit être reliée à la borne négative. C'est pour cette raison ici, on aura des valeurs qui sont négatives. D'accord? Donc remarquez bien ici, le sens de I est opposé à celui bien sûr, du sens de ce triangle là, c'est-à-dire on dit que cette diode est branchée dans le sens inverse, et on va examiner les valeurs bien sûr affichées par les deux appareils de mesure. Donc pour la valeur moins 2 c'est 0, moins 4 toujours 0, moins 6 0, mais pour la valeur moins 7 on a une intensité de moins 2, c'est-à-dire le courant électrique circule dans ce cas, et cette tension là
je vais la noter UN10Z. D'accord? Et on va l'appeler tension Zener. Ça, c'est tension Zener qui est égale à moins 7. Pour le tracé de cette courbe, donc je vais chercher la tension Zener. Donc voilà, c'est moins 7. C'est ici. Et la courbe sera voilà. Donc à partir de cette valeur-là, le courant circule. Voilà, donc examinons la courbe obtenue. Donc comme vous avez, c'est une courbe qui n'est pas linéaire. On n'a pas une droite ici. Donc la diode Zener est un dipôle non linéaire. Donc diode Zener, dipôle non linéaire. Tout simplement parce que la caractéristique obtenue n'est pas linéaire. Donc U et I ne sont pas proportionnels. Deuxième des choses, c'est un dipôle passif parce que la courbe passe par 0. Donc lorsque I égale à 0, U égale à 0. Donc c'est un dipôle passif. Donc je ne vais pas répéter dipôle à chaque fois. Donc dipôle passif. Donc pourquoi? Car I égale à f de I, c'est-à-dire la fonction I en fonction de I passe par l'origine. Donc comme on a dit, à chaque fois qu'on a bien sûr une courbe qui passe par l'origine, c'est un dipôle passif. Et troisièmement, on a la courbe qui est, on n'a pas une certaine symétrie. Donc remarquez bien ici, la courbe dans la partie positive ne se ressemble pas à la courbe dans la partie négative. Donc la courbe est asymétrique. Donc, la courbe est asymétrique. C'est pour cette raison, donc les deux pôles bien sûr de cette diode ne sont pas identiques, parce que lorsqu'on a inversé le sens du courant électrique, donc bien sûr la tension a changé. Ici le courant, le courant passe lorsque la tension est égale à 1,4 dans la tension, dans le sens direct, mais dans le sens inverse, le courant passe lorsqu'on a la tension moins 7 volts. D'accord? Donc asymétrique, c'est-à-dire que c'est une diode polarisée. D'accord? C'est-à-dire ces deux bornes, on va dire, ne jouent pas le même rôle, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on a pu déterminer les caractéristiques ou bien les propriétés de cette diode. C'est un dipôle non linéaire, passif et asymétrique. On dit asymétrique ou bien dissymétrique ou bien non symétrique. Tout ça, ce sont des mots qui sont équivalents. Donc notez bien la différence entre la diode Zener et la diode normale. C'est que la diode normale laisse passer le courant électrique que dans un seul sens, c'est le sens direct. Et lorsque la tension à ces bornes dépasse la tension seuil. D'accord? Mais pour la diode Zener, elle laisse passer le courant électrique dans les deux sens, le sens direct et le sens inverse. Dans le sens direct, il faut que la tension à ces bornes dépasse la tension seuil, que l'on a ici égale à 1,4. Et dans le sens inverse, pour qu'elle laisse passer le courant électrique, la tension à ces bornes doit dépasser une tension que l'on a appelée tension Zener. Passons maintenant à la diode électroluminescente. Donc voilà le symbole de la diode électroluminescente. Donc son symbole ressemble à celui de la diode normale. Juste on rajoute un cercle avec deux flèches qui pointent à l'extérieur de la flèche. Le comportement de la diode électroluminescente ressemble à celui de la diode normale. En fait, c'est la même chose. D'accord? Donc la seule différence, c'est que la diode électroluminescente, d'accord, on l'appelle aussi LED, LED. On a dit le comportement de la diode électroluminescente est identique à celui de la diode normale. Et la différence, c'est que les diodes électroluminescentes émettent une lumière
lorsqu'ils conduisent le courant électrique. Donc, on peut dresser directement la caractéristique d'une LED, donc LED, diode électroluminescente. Ça, c'est en anglais, d'accord, mais en français, on met DEL. DEL. Diode électroluminescente. Donc, sa caractéristique, on a dit, ça ressemble à la caractéristique bien sûr, du diode normal. Juste, il y a une différence avec les couleurs émises. Lorsque la diode émet une couleur, bien sûr, rouge, donc dans ce cas, la tension à ces bornes, bien sûr, égale à peu près 1,8 volts. D'accord? Lorsqu'elle émet des couleurs, bien une lumière verte ou jaune, d'accord? La tension C est à peu près 1,5 volts. Et pour la lumière blanche, donc lumière blanche, la tension C est de 2 volts. Donc c'est la seule différence avec les diodes normales. Donc la même chose, la diode normale, c'est un dipôle passif non linéaire et polarisé. Ce sera la même chose pour les diodes électroluminescentes. On passe maintenant à un autre dipôle passif qui est la photorésistance. Bien, on l'appelle aussi LDR. Donc voilà le symbole de la diode, pardon, de la photorésistance. Donc remarquez bien, ce symbole-là ressemble beaucoup à celui du lampe, juste avec deux flèches qui pointent vers, bien sûr, vers ou bien à l'intérieur de ce cercle-là. Donc bien sûr, on va refaire la même chose. Il faut monter la diode, bien la photorésistance dans ce circuit-là. Bien sûr, pour tracer pour tracer la caractéristique. Donc voilà les tableaux de mesure. Donc en fait, ici on a effectué deux mesures. La première, c'est en obscurité, c'est-à-dire en absence de lumière, et la deuxième en lumière intense. Pourquoi on a fait ça? Parce que en fait, les photorésistances, ce sont des résistances ou bien des conducteurs ohmiques dont la résistance varie avec la lumière. D'accord? Donc R, ou bien la résistance, dépend de la lumière. Traçons tout d'abord voilà, la courbe correspondant à ces résultats. Donc, je vais prendre uniquement deux points. On a 0, 1 avec 3. Voilà, 0, 1, 3. Et je vais relier. Je peux bien sûr allonger cette courbe-là. J'ai le droit parce qu'il s'agit d'un dipôle asymétrique. Et pour en lumière intense, donc tout d'abord je vais mettre ici en obscurité. Et en lumière intense, on a 0 avec 0 et on a 2 avec 0,4. Donc voilà 2, 0,4 c'est ici. Donc je vais relier. Voilà, donc j'obtiens deux courbes. Et ça, c'est la courbe obtenue en lumière intense. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate tout d'abord concernant la relation entre la lumière ou bien l'intensité lumineuse et la résistance? Donc on remarque que la pente de cette courbe-là, d'accord, est plus grande que celle-là. D'accord? Donc si on calcule la pente de cette courbe, donc on sait que la pente, ça représente la résistance. On va voir 3, bien sûr, sur 0,1. Donc 3 sur 0,1, bien sûr, milliampères, 10 puissance moins 3. On va avoir une valeur qui a près 30 kilo ohm. D'accord? Ça, c'est en obscurité. Et en lumière, on va avoir 2 sur 0,4, 10 puissance moins 3. Et ça va donner, on va dire 5
kilo ohm. Donc remarquez bien que la résistance, bien sûr, en obscurité est plus grande que la résistance en lumière intense. Donc les photorésistances sont des dipôles, bien des résistances qui augmentent avec bien sûr la diminution de l'intensité lumineuse. Concernant les propriétés de la photorésistance, donc on a un dipôle qui est bien sûr c'est un dipôle linéaire, d'accord, parce qu'on a ici des courbes qui sont linéaires. Deuxièmement, c'est un dipôle qui est passif car il passe par l'origine, donc c'est un dipôle passif. Et bien sûr, c'est un dipôle qui est symétrique, donc c'est un dipôle symétrique, ou bien on dit non polarisé. Donc non polarisé veut dire que les deux bornes de la photorésistance jouent le même rôle. On passe maintenant bien sûr au dernier dipôle qui reste. Donc on a la thermistance et la varistance. On commence par la caractéristique de la varistance. Qu'est-ce que c'est que tout d'abord la varistance? C'est tout simplement c'est un conducteur ohmique, d'accord, dont la résistance dépend de la tension à ses bornes. Par exemple, voilà la varistance. Par exemple, si la tension aux bornes de cette varistance est égale à, c'est pas 2 volts, d'accord, il va avoir une valeur de résistance R1, d'accord. Et si la tension aux bornes de cette varistance est égale à, par exemple, 3 volts, elle va y avoir une résistance R2, donc avec R1 différente de R2. Donc c'est ça une varistance. Je répète, la varistance c'est un conducteur ohmique dont la résistance dépend de la tension électrique à ses bornes. Donc traçant la caractéristique de cette varistance, donc on peut faire ceci bien sûr en la branchant dans un circuit électrique. Donc voilà le circuit électrique, on va dire le fameux circuit électrique maintenant que vous devez le connaître. Après avoir bien sûr relevé les différentes valeurs données par les appareils de mesure, c'est-à-dire par le voltmètre et l'ampèremètre, on a pu tracer cette courbe-là, la courbe en rouge que vous voyez. Donc examinons cette courbe. Donc on constate dans un premier lieu que c'est une courbe qui est non linéaire. Donc on va dire que la varistance, c'est un dipôle non linéaire. Deuxièmement, la courbe passe par l'origine, c'est-à-dire c'est un dipôle qui est passif. Et dernièrement, on constate une symétrie par rapport à l'origine. D'accord? Donc cette courbe-là est symétrique. Donc on peut dire que c'est un dipôle symétrique, c'est-à-dire qu'il est non polarisé. Donc comme on a dit, la varistance c'est un dipôle non polarisé, c'est-à-dire les deux bornes de ce dipôle sont identiques, ou bien jouent le même rôle. On passe maintenant au dernier dipôle, la thermistance. Donc on distingue deux types de thermistance, la thermistance à coefficient de température positif et thermistance à coefficient de température négatif, CTN. Donc voilà le symbole de ces deux thermistances. Donc ils sont identiques. Juste si on a un CTN, on met un moins ici. Si on a CTP, on met plus à côté de T. Bien sûr, thermistance, si bien sûr on décompose ce nom-là, thermistance, donc thermie veut dire température. Estance, ça vient de la résistance. Donc c'est une résistance qui dépend de la température. D'accord? C'est un conducteur ohmique qui varie sa résistance avec la variation de la température. Très bien. Donc pour cette raison, bien sûr, pour tracer la caractéristique, on a réalisé l'expérimentation à 3 fois. D'accord? C'est-à-dire ce branchement-là, on a pris les premières mesures sous la température de 60 degrés. Après, on a refait l'expérience une deuxième fois sous la tension 40 degrés Celsius. Et après une troisième fois sous la température bien sûr, de 20 degrés Celsius. Et on a obtenu ces trois courbes-là.
Donc, si on veut connaître la relation entre la résistance et la température, c'est-à-dire comment il varie. Bien sûr, ici, on a tracé la caractéristique d'une CTN. D'accord? Pourquoi on a tracé la caractéristique d'un CTN? Parce que c'est le dipôle le plus utilisé. D'accord? On utilise beaucoup ce type de dipôle, surtout dans les systèmes d'alarme. Donc, les bâtiments maintenant sont équipés par des systèmes d'alarme, bien sûr, qui servent à, on va dire, à la protection des incendies. Bien, donc on constate déjà que la pente de cette courbe-là est plus grande que la pente de cette courbe, qui est plus grande que la pente de cette courbe. Et on sait déjà que la pente, ou bien le coefficient directeur, ça désigne la résistance. Donc, la résistance, ici je vais noter R1, ici cette résistance je vais la noter R2, et cette résistance je vais la noter R3. Donc, on constate que R1 est supérieur à R2, qui est supérieur à R3. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que cette droite possède le coefficient directeur, bien sûr, le plus grand. D'accord? Donc, notez bien, s'il vous plaît, la courbe possède, si elle s'approche de l'axe des ordonnées, d'accord? Si elle s'approche de l'axe des ordonnées, son coefficient directeur augmente. Et inversement, si elle s'éloigne de l'ordonnée, c'est-à-dire elle s'approche de l'abscisse, son coefficient directeur diminue. Voilà, donc on peut dire que lorsque la température augmente, voilà, 20, 40, 60, si la température augmente, on a R1 qui est supérieur à R2, qui est supérieur à R3, ça veut dire que la température, la résistance diminue. D'accord? Donc c'est ce qui caractérise les CTN. Donc ça c'est un CTN, c'est une thermistance à coefficient de température négatif. Lorsque la température augmente, la résistance de ce dipôle diminue. Bien. Examinons maintenant ces courbes-là. Donc, on constate déjà qu'ils sont tous linéaires. D'accord? Ça veut dire que le thermistor, c'est un dipôle qui est linéaire. C'est-à-dire à une certaine température. U et I sont proportionnels. D'accord? U et I sont proportionnels. Donc, deuxièmement, c'est un dipôle passif car il passe par l'origine. Donc, c'est un dipôle passif. Et troisièmement, bien sûr, on a, comme vous voyez, une symétrie par rapport à l'origine. Donc, c'est un dipôle symétrique, ou bien la courbe est symétrique. Par conséquent, le dipôle est dit non polarisé. C'est-à-dire que ces pôles, ou bien ces bornes, jouent le même rôle. Donc, voilà, donc j'espère maintenant que vous avez compris l'utilité de la caractéristique d'un dipôle électrique. Donc, ça permet de dire est-ce que ce dipôle est linéaire ou non. Comme ça, on va savoir la proportionnalité ou non entre U, la tension, et I, l'intensité. On peut dire aussi est-ce qu'il est passif ou non. Bien sûr, si elle passe par l'origine, c'est un dipôle passif. Sinon, il est dit non passif ou bien actif. Et on peut dire, bien sûr, en fonction de la symétrie de la courbe ou bien de la caractéristique, s'il s'agit d'un dipôle polarisé ou non polarisé. C'est-à-dire, est-ce que les deux bornes de ce dipôle sont identiques ou non? Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir.